Mais je foutis là, la question de l'insécurité à l'est du pays nécessite une réponse holistique. Et les chefs de l'État l'ont d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises. Pour moi, la question de l'homme est au centre. Et il faut une profonde remise en question de chaque citoyen en se posant les bonnes questions. Qu'avons-nous fait et que n'avons-nous pas fait ou fait correctement pour que nous en soyons là où nous sommes? Chaque régime est en droit de défendre son bilan. Mais en tant que peuple, nous sommes comptables et du positif et du négatif de chaque régime, soit pour l'avoir favorisé ou l'avoir laissé faire. Et la plus grande responsabilité nous revient à nous citoyens. Et il faut que nous puissions les savoir, il faut que nous puissions l'intérioriser. Car c'est de ce même peuple qui se plaint aujourd'hui que sortiront les dirigeants d'hier. Parce que ceux d'aujourd'hui, là, étaient avec nous, le peuple. Changer maintenant est donc de notre intérêt à tous. Et nous devons collectivement changer si nous voulons voir et jure collectivement du changement dans notre pays. Ce n'est pas d'abord une question de qui a dirigé ou qui dirige maintenant. C'est une question de prendre conscience maintenant et de changer de paradigme. Et je me pose toujours la question, à quel moment, nous qui étions un peuple fier, respecté par tous, sommes-nous devenus la risée du monde? L'archétype même de l'oisiveté d'un peuple pauvre en chair et en esprit, quoique assis sur le sol le plus riche du monde et sur un patrimoine historique de gloire et de grandeur. Comment le pays avec les plus larges étendues de terres fertiles et les plus grandes réserves d'eau douce et de forêts en Afrique est bien classé dans le monde par rapport à ça, peut compter le taux de famine et de malnutrition le plus élevé au monde? Des millions d'élèves qui n'ont ni banc, ni salle de classe, des femmes qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de soins adéquats, qui meurent à l'accouchement parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route pour évacuer les marchandises. Et nous avons une population à plus de 80% qui vit de l'agriculture, mais nous sommes aussi le pays qui meurt de faim parce que les gens n'ont pas à manger. Et ça date depuis des décennies. Quelque part, il faut que nous puissions nous poser les bonnes questions. Et ici, c'est l'occasion pour moi de saluer l'implication du chef de l'État, notamment par la mise en place du projet de 145 territoires, qui prévoit la construction de routes, la construction des routes des desserts agricoles. Et déjà, là, moi, j'ai circulé partout au pays. Il y en a qui racontent leur vie ici à la télé, mais n'ont pas vu tout ce qui se passe en province. Moi, je suis allé là-bas, j'ai vu des écoles, j'ai vu des hôpitaux qui sont en train d'être construits, j'ai vu les conditions dans lesquelles les enfants étudiaient avant et comment c'est qu'on est en train de construire. Donc, il y a quand même de l'espoir. Mais ce n'est pas suffisant. Et comme je disais, il faut que nous nous posions les bonnes questions. Comment le pays qui a le potentiel de desservir toute l'Afrique industrialisée en électricité ne donne du courant qu'à 1% de sa population dans les zones rurales? Et des décennies après la découverte de notre potentiel électrique, il n'existe toujours pas une caisse de souveraineté pour mettre de l'argent de côté pour qu'au bout d'un délai attirer des partenaires pour réaliser le projet Grand Inga. Nous avons toujours les regards fixés vers les partenaires pour qu'ils nous donnent de l'argent, alors que nous-mêmes, nous ne nous montrons pas sérieux pour mobiliser l'argent pour que cela s'efface. Nous parlons de la transformation de nos minerais ici. Quel est le programme que nous mettons en place pour commencer à former la main-d'œuvre locale? Quel est le programme d'industrialisation que nous mettons en place pour promouvoir même les industries locales d'abord, pour qu'elles soient compétitives et qu'elles soient même de transformer nos richesses et que cela puisse lancer un message à ceux qui exploitent ici que à une certaine échéance, le Congo ne tolérera plus que ces matières premières puissent être exportées sans être transformées. Parce que le Congo se prépare, le Congo investit dans l'éducation, le Congo investit dans la formation, le Congo investit dans l'industrialisation, le Congo investit dans les infrastructures pour créer, mais aussi dans le cadre juridique et dans la lutte contre l'impunité, la corruption, pour créer des meilleures conditions, pour créer un environnement sain pour que ces investissements-là s'effacent. À quel moment le rapport de force, je me pose la question, s'est inversé entre nous et le Rwanda? Parce qu'on s'est plaint du Rwanda à tous les jours. Les Rwandais agressent, les Rwandais tuent en RDC. Il faut que le monde le sache. Mais il faut que nous aussi, au-delà de pointer du doigt le Rwanda, que les 4 doigts qui restent puissent rentrer vers nous-mêmes pour qu'on se pose la question, à quel moment un si petit pays, qui n'a que le vent et la pluie comme richesse, peut nous malmener autant? Donc, quelque part, on ne sait pas respecter nous-mêmes, et c'est pourquoi on ne nous respecte pas. Quelque part, nous avons fait des choix dans le passé. Quelque part, nous ne sommes pas préparés à ce genre de choses. Il y a un adage bantou qui dit « Nzete ete la kande babwa ke la galibanga ». Alors, quand vous êtes Nzete wana o eza naba mangete là, quand vous êtes cet arbre-là qui a des fruits mûrs, vous devez vous attendre à ce que tous les voisins, tous ceux-là qui passent, puissent vous jeter la pierre. À vous de prendre des mesures. Parce que les problèmes d'aujourd'hui, là, si ce n'est pas réglé, nos enfants dans 20 ans, dans 30 ans, vont connaître les mêmes problèmes, tant que le Congo sera aussi riche. Et tout le monde sait que si vous explorez au Congo, vous trouverez même
plus de la moitié encore des richesses que vous n'avez pas encore découvertes, qui seront utiles dans les futurs et qui se trouvent au Congo. Et donc, les problèmes d'aujourd'hui sont les problèmes d'hier. Avec Léopold D, nos ancêtres, on leur a coupé les bras, on a tué, c'était le plus grand massacre, plus que même, Léopold D a fait des victimes dans notre pays, plus que même les victimes de la Deuxième Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale. C'était à cause du caoutchouc, c'était à cause déjà à l'époque de nos richesses que nous avions données au monde. Einstein écrivait à Roosevelt pour qu'on ne laisse jamais les communistes prendre le contrôle de la RDC. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous avons des richesses, notamment c'était par rapport à l'uranium. Le Niger exploite son uranium, mais nous, on nous a interdit d'exploiter notre uranium. Donc ça veut dire que nous sommes un pays aux enjeux stratégiques. Il y aura toujours des velléités de pouvoir nous garder en esclavage. C'est à nous-mêmes de prendre conscience. C'est à nous-mêmes de nous lever. Et on n'est là toujours pas fait. On ne s'était pas préparé à ça. Maintenant que nous avons pris conscience, il faut que des actions soient menées maintenant. Mais cela doit être des efforts collectifs, parce que le chef de l'État lui-même ne saura pas le faire. Et donc, malgré la volonté du chef de l'État, qu'il a affichée, non seulement par des mots, mais par des actes, pour mobiliser de plus en plus de recettes et pour la montée en puissance de notre armée, pour normaliser nos relations avec nos voisins, nous n'arrivons toujours pas à reconquérir ces zones-là occupées par l'armée rwandaise. Et la réponse à cette agression est avant tout militaire, j'en suis convaincu. Parce qu'on ne répond pas à des bombes par des complaintes et des jérémiades. Mais avec quels hommes? Parce que la traîtrise est à tous les échelons de notre appareil sécuritaire. Et plus on creuse, plus on réalise l'ampleur même du problème. Il faut une réponse économique, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il faut attirer les investisseurs, il faut mobiliser davantage de recettes. Mais avec quels hommes? Parce que les mauvaises pratiques économiques sont devenues monnaie courante, sont devenues la norme aussi bien chez nos autorités que dans les chefs même du contribuable, qui paye ses impôts. Même les vignettes, tout ça pour payer, c'est tout un problème. À cette guerre, il faut aussi une réponse politique. Il faut la mobilisation de toute la classe politique pour soutenir le front diplomatique, où le président excelle. Mais avec quels hommes? Parce que les politiques considèrent le Congo comme étant un gâteau qu'ils doivent se partager. Faute de quoi, les frustrés vont aller prendre les armes ou envahir les rues et endeuiller nos populations. Faire couler les sangs innocents du peuple, qui n'est jamais convié d'ailleurs à ces festins-là où les gens se partagent ces gâteaux-là. Mais pour le compte de qui tout le monde dit ou s'est dit en droit d'exiger une invitation à cette table-là du manger. Nous devons collectivement changer, je le répète encore, si nous voulons jurer collectivement du changement. Ce n'est pas d'abord une question de qui dirige ou qui a dirigé. Ce n'est pas une question de kabiliste, tshisekéliste, moboutiste, lumumbiste. Non, c'est d'abord une question de prendre conscience et de changer de paradigme. D'être responsable et redevable envers et nos aïeux et les générations futures. Je comprends que chaque régime puisse être en train de défendre son bilan, mais en tant que peuple, c'est à nous que revient la responsabilité parce que nous sommes les premiers djihadistes. Nous sommes les premiers qui caressent tous les régimes par l'essence des poils. Et nous sommes les premiers à les observer aller dans la dérive sans pour autant les alerter. J'aime beaucoup l'attitude de nos amis de l'UDPS. Pas tout, il y a beaucoup de fanatiques, c'est vrai, mais j'aime beaucoup certains qui ne cessent d'interpeller les chefs de l'État quand ils estiment que telle position ou telle chose n'est pas bonne. Et j'aime beaucoup aussi l'attitude humble du chef qui ne pense pas qu'il a la science infuse, qui se laisse toujours, interpeller et comprend l'interpellation de ses camarades, de ses anciens camarades de lutte, et il arrive à rectifier certaines choses lorsqu'il faut les rectifier. Et donc, la plus grande responsabilité nous revient en tant que peuple. Nous devons arrêter de nous plaindre. Et je le répète encore, si le peuple ne change pas, nous aurons des mauvais dirigeants demain. Car c'est dans ces peuples d'aujourd'hui-là, c'est parmi nous, nous qui sommes là, nous dans ces plateaux, et ceux qui nous regardent, c'est seulement parmi nous là qu'aura les dirigeants de demain. Et donc, si on ne change pas, rien ne va changer. Changeons les amis.